Bonjour, je suis Baptiste Bénézé, bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet d'actualité. Ce sujet, c'est la fatigue liée aux visioconférences. Alors, je pense que vous aussi, vous trouvez, en tout cas, j'en ai parlé autour de moi, et c'est un sujet qui revient, notamment auprès des managers, dans tout type d'organisation. Les réunions en visio ont tendance à plus nous fatiguer que les réunions physiques. On a tous cette impression, et figurez-vous qu'il y a une équipe de chercheurs autrichiens qui a réussi à mettre des données chiffrées derrière ça. Et effectivement, ils se sont rendus compte, ils ont partagé ce constat. Alors, ils ont étudié des cobayes, on va dire, avec des électrocardiogrammes, avec de l'étude de fonctionnement de notre cerveau aussi. Et en fait, effectivement, on s'est rendu compte que les visioconférences entraînent une fatigue psychologique supérieure aux réunions présentielles. Alors, on va essayer de creuser ensemble ce sujet et de répondre à deux questions. En quoi consiste cette fatigue des visioconférences? Et surtout, comment on peut s'en prémunir? Je vais vous donner 4 conseils pratiques pour effectivement dépasser cette fatigue, en tout cas essayer de se prémunir de cette fatigue avec effectivement des recettes actionnables. Alors, le premier point, qu'est-ce que la fatigue des visioconférences? Je pense qu'on l'a tous vécu, ça se manifeste principalement par certains symptômes tels que la fatigue des yeux, des oublis, des difficultés à se concentrer, une irritabilité, une fatigue mentale ou générale, des maux de tête en fin de journée, des tensions musculaires, parce que effectivement, en général, quand on est en visio, on est assis et puis au bout d'un moment, ça peut créer des tensions, voire même des insomnies. Alors c'est peut-être plus général que simplement le fait d'assister à une visio, de participer à une visio, mais effectivement, tout ça, effectivement, ce sont les stimuli, en tout cas ce qu'on va chercher, les facteurs qui vont effectivement illustrer cette notion de fatigue en visioconférence. Et je vous le disais, à la fin de l'année dernière, fin 2023, des chercheurs ont effectivement sorti une étude. Alors je vous mettrai bien entendu le lien dans la description de cet épisode. Ils ont étudié le phénomène en comparant des données d'électrocardiogramme, d'électroencéphalogramme aussi, et puis des questionnaires pour avoir un peu le feedback un peu plus sensible de deux groupes. Alors il y avait un groupe qui était en réunion physique et l'autre groupe qui était en visioconférence, pardon. Et leur constat est assez parlant. Alors je vais les citer. Nos données neurophysiologiques ainsi que les données d'auto-évaluation montrent que la visioconférence, comparée à une situation de face à face, entraîne des changements neurophysiologiques indiquant de la fatigue. Nos résultats suggèrent donc que l'utilisation de la visioconférence peut entraîner des coûts cognitifs qui ne doivent pas être ignorés par les individus et les entreprises. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, vous allez me dire, oui, mais en fait, on ne peut pas se soustraire à ces réunions visio, elles sont inévitables, notamment avec le télétravail, avec le travail en hybride. Est-ce qu'il y a des moyens de se prémunir de ces effets néfastes? Moi, ce que je vous propose dans cet épisode, c'est 4 pistes pour mieux comprendre le phénomène et à chaque piste, un conseil à mettre en place dès aujourd'hui. Le premier point, effectivement, on l'a vu, c'est que les visioconférences nous demandent plus d'énergie. Ça crée des émotions plus intenses que celles en physique pour une raison assez inattendue. C'est la proximité du visage des gens sur notre écran. Au bureau, le visage des gens n'est pas aussi proche de nous. On a une sorte de bulle sociale dans laquelle on ne rentre pas. C'est très culturel. D'ailleurs, selon les cultures, elle n'a pas la même distance. Selon les personnalités, elle n'a pas la même distance. Mais effectivement, la proximité des visages lors des visios crée une réaction instinctive d'alerte nerveuse et donc d'anxiété. Le visage imagine être en situation de conflit plutôt qu'en situation paisible. Le résultat, c'est qu'on consomme plus de ressources qu'en situation normale et que ça entraîne une fatigue supplémentaire. Nos conseils là-dessus, le premier conseil, on aurait tendance à vous dire éloignez-vous de votre écran en utilisant par exemple un écran déporté, de ne pas être effectivement... on a l'image du laptop qui sert à tout faire, qui est très pratique parce qu'on peut l'emmener partout. Reste qu'effectivement, on a notre clavier, notre souris collés à notre écran. Et peut-être qu'en ayant un écran secondaire, ça peut rétablir cette distance psychologiquement acceptable et réduire donc la fatigue. L'autre point qui est assez évident, c'est effectivement de penser aussi à faire des pauses entre les réunions. Alors là-dessus, il y a des fonctionnalités dans nos outils de visio et même de planification qui sont souvent un peu cachées, on ne sait pas trop pourquoi, mais on peut configurer des
buffers, donc des tampons de 10-15 minutes entre chaque réunion, donc en passant par exemple les réunions par défaut à 45 minutes au lieu d'une heure sur Zoom, sur Outlook, sur Google Calendar, ce qui nous permet effectivement de, un, nous laisser du temps pour changer de contexte, et deux, effectivement, redescendre un petit peu en pression, et donc limiter la fatigue liée à ce point de la consommation d'énergie en visio. Le second point, c'est qu'effectivement, comme ça, sur notre ordinateur, les visios vont inciter à être en multitâche. Pendant une visio, la tentation de regarder ses notifications, de répondre à un email, de répondre à une demande urgente, une demande entrante, est très forte. Notre esprit peut aussi partir ailleurs, ou encore on peut être perturbé parce qu'on est dans un environnement de travail qui n'est pas si paisible. On a le chien du voisin qui fait des siennes, on a des travaux à côté de chez nous. Bref, c'est pas toujours évident de rester concentré sur ce qui se passe en réunion. Selon un sondage récent d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est Asana qui a mené une enquête et il y a plus de la moitié des travailleurs à distance qui font du multitâche. Alors, certes, ça peut donner l'impression de plus de flexibilité, de gagner du temps, mais en réalité, ça nous coûte énormément en énergie. Notre conseil là-dessus, il est assez simple. Essayez autant que possible de couper nos notifications au moment d'entrer en réunion et de vous créer un environnement de travail qui soit sans distraction. Un casque, par exemple, avec un système de noise cancelling, de réduction de bruit extérieur, ça peut également vous être super utile. Voilà pour ce deuxième point. Troisième point, voir son image toute la journée à l'écran, c'est pas quelque chose de naturel. On passe pas notre vie devant un miroir. Et c'est vrai qu'en visio, on a notre retour vidéo constamment présent à l'écran. Le résultat de tout ça, c'est qu'on est un peu en autocontrôle toute la journée. Ça rajoute des stimuli, des distractions à gérer concernant, ça peut être nos cheveux, nos expressions faciales, et ça crée une sorte d'hypervigilance qui nous distrait de la réunion en cours. Conseil là-dessus, en fait, pareil, il y a une fonctionnalité cachée sur Zoom, sur Teams, sur Google Meet, quel que soit l'outil de visio que vous avez, pour couper votre caméra. Alors, pas couper votre caméra vis-à-vis des autres, mais couper votre retour caméra. Et en fait, je vous invite vraiment à le tester. Il y a un avant, un après. C'est vraiment super utile. L'autre possibilité liée à ce point-là, on l'a un peu oublié, mais il y a un truc qui est génial, qui est tout le temps dans notre poche, qui s'appelle le téléphone. Et quand on n'a pas besoin de se voir et d'avoir le retour vidéo, c'est aussi intéressant de n'avoir que la voix. Ça nous permet de rester concentré sur, on va dire, le fond plus que la forme. On n'a pas tout le temps besoin de partager notre écran. Et effectivement, ne pas avoir à gérer son apparence, ça va peut-être sans doute rendre vos échanges moins énergivores. Dernier point, les visios ont aussi une tendance naturelle à nuire à la communication non verbale. Il y a près de 50%, on le sait, de la communication en face à face qui est du non verbal. Comment je me tiens, quel est mon body language. Au moment où je vous parle, je suis en train de faire des gestes avec mes mains. Ça, vous ne l'avez pas forcément à travers le son, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on perd à distance. Une bonne partie qui est perdue parce qu'on a cette lucarne, on a un cadrage qui est... au cinéma, on appelle ça un plan américain, juste en dessous des épaules. Et effectivement, on n'a pas tout le reste. On perd une bonne partie de l'information. Ça nécessite d'être beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite, de peut-être faire des phrases plus longues, d'illustrer. Bon, tout ça, ça va être effectivement dans le ton de notre voix aussi, dans nos expressions faciales, et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Notre conseil sur ce point-là, si jamais effectivement votre organisation est en mode hybride, c'est de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait à distance, ce qu'on fait sur site, et d'organiser régulièrement des réunions physiques sur les sujets ou les moments les plus cruciaux dans vos projets, notamment sur des phases de kick-off, de cadrage projet, ou alors quand il y a un problème, en tout cas des besoins d'éclaircissement, qu'il y a de la tension. À ce moment-là, si c'est possible d'avoir une réunion physique, en général, elle est beaucoup plus efficace. Donc prenez le temps, de clarifier les règles de réunion à distance, notamment dans leur préparation. Je pense qu'on fera un épisode dédié à la réunion, comment on organise correctement une réunion. Et quant à celles qui vont se passer en physique, précisez le format, les termes à aborder, peut-être la fréquence, la durée. 1, pour assurer tout le monde, et 2, vous assurer que effectivement vous gardez des points de contact physiques dans lesquels le body language va avoir un rôle super important. Par exemple, pour illustrer mon propos,
Les moments à distance peuvent être dédiés au travail de fond et à des échanges plus asynchrones, des routines, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une réunion d'équipe chaque semaine et elle doit être, j'allais dire, résistante à la distance. En revanche, effectivement, au bureau, on va plutôt avoir tendance à travailler sur la collaboration forte, des points d'éclaircissement, la stratégie, des moments de créativité. Je pense qu'on a tous essayé d'organiser un brainstorm à distance. C'est très, très, très compliqué. Voilà. Donc, en conclusion, vous expliquez qu'effectivement, les tunnels de réunion en visio ont un impact réel sur notre corps et sur notre mental. C'est important d'en avoir conscience et d'aider, encore une fois, pas à pas, ça va pas être tout ou rien du jour au lendemain, mais d'améliorer le fonctionnement de son équipe à distance en ayant ça en tête. Voilà. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, j'ai essayé, à travers ces quelques conseils, de vous aider à passer à l'action et surtout d'en parler à vos collègues pour tester de nouvelles choses. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, il faut y aller pas à pas et ça va très bien se passer. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode. Sachez que cet épisode est tiré d'une newsletter qu'on a envoyée il y a quelques temps. Je vous mets dans la description de cet épisode le lien direct si jamais vous voulez vous abonner aux prochaines éditions de cette newsletter et recevoir ces formats-là en format texte dans votre boîte mail. C'est aussi intéressant pour passer à l'action au quotidien. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Learning by Doing. À très vite.